Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien les adjoints. On se retrouve pour une vidéo bilan à la trêve hivernale sur la Ligue 1. Je vais parler uniquement de Ligue 1, pas de Ligue des Champions, d'Europa League. Dans les clubs, les clubs français ont vraiment peu brillé. Non, on va parler de Ligue 1 exclusivement. Je vais vous montrer un petit peu mes tops et mes flops. C'est un avis purement personnel, mais j'essaye d'être le plus objectif possible. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous aussi ce que vous pensez, quels sont vos avis. On a tous nos avis qui divergent, mais quand même, on peut voir quand même des grosses tendances sur ce championnat, sur ces 19 premières journées qui ont été marquées par des surprises, mais aussi par des gros flops. On va commencer déjà par la base et par le PSG. PSG leader avec 45 points, 3 défaites, 15 victoires. Bon, on peut encore dire qu'ils ont clairement dominé leur sujet. Ils sont ceux qui tirent le plus au but en Europe, ils sont ceux qui font le plus de tirs cadrés en Europe, ceux qui font le plus de passes réussies en Europe. Bref, ils surnagent, ils sont vraiment faciles et justement des fois à l'image du match face à Marseille où ils font une première mi-temps très 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 forte et derrière ils lèvent le pied. Ça a souvent été des matchs un petit peu ceux qui ont été perdus, lâchés. Désolé pour les équipes qui ont gagné face au Paris Saint-Germain, mais pour moi voilà, c'est pas non plus le PSG à 100% et c'est malheureusement aussi ce qui peut leur porter préjudice quand ils jouent en Europe. On va passer au deuxième, Marseille qui reste aussi sur une très très grosse série à 38 points, qui a déjà 5 points d'avance sur Rennes, mais qui a un match en retard aussi. Ça a son importance, mais Marseille solide, deuxième en tout cas, qui a 7 points par contre là d'avance sur Lille, quatrième. Marseille qui peut saluer le travail de Villas-Boas. J'avais un petit peu décrié le recrutement, j'étais pas vraiment très satisfait de ce recrutement d'un point de vue extérieur, je trouvais pas ça fou. L'achat de Rongier me donnait pas de certitude et au final c'est pas vraiment par la qualité des joueurs qui a été apportée tant par les recrues, c'est plus au niveau état d'esprit qu'il y a eu un changement et je pense que Villas-Boas a réussi à insuffler cette joie, cette envie d'aller au combat et de gagner des matchs, cette envie tout simplement de jouer au foot et d'avoir des résultats, peut-être la confiance qu'il a manqué l'année dernière. Avec cette spirale négative dans laquelle Rudy Garcia et ses joueurs s'étaient complètement enfermés après une saison où ils avaient été en finale d'Europa League. C'est pas un jeu foufou, mais en tout cas ça gagne ça a toujours un petit peu plus d'envie que l'adversaire et ça fait plaisir de voir des équipes se la donner comme ça et j'aimerais justement en voir un peu plus. On en voit et justement Rennes 3ème, 5 victoires d'affilée sur les 5 derniers matchs. Rennes porté par Kamavinga avec un coach toujours assez jeune qui fait bien le taf. Une victoire l'année dernière en coupe qui avait surpris d'ailleurs +1. On va pas parler de l'Europa League, mais Rennes en tout cas a fait du beau boulot. J'ai bien aimé. Après, voilà, ça commence à se décanter la Ligue 1. On a vu sur les 10 premières journées vraiment un championnat très compact avec beaucoup de clubs qui se tenaient dans 3-4 points. Ça a été vraiment assez bizarre ce début de championnat. On disait un nivellement vraiment par le bas et au final ça se décante quand même un petit peu. On voit les effectifs meilleurs en tête et puis ceux qui galèrent un petit peu plus en bas. Justement, on a regardé un petit peu en haut. On va regarder un club qui m'a extrêmement déçu, mais on va y revenir un petit peu après, c'est Lyon, avec beaucoup de problèmes en interne et une mauvaise gestion, je pense au mercato et des problèmes en interne qui pourrissent un petit peu le club avec des supporters. Enfin, c'est une ambiance générale, on va y revenir un petit peu après. Mais au milieu de tableau, voilà, on retrouve du Montpellier, on retrouve du Bordeaux, du Saint-Etienne, du Brest, du Angers qui a fait plutôt pas mal. Monaco est en train de repartir un petit peu à la hausse malgré la défaite sur le dernier match. Mais en tout cas, ça joue plutôt pas mal. Et là, on va venir vraiment dans le bas du bas, c'est-à-dire Nîmes et Toulouse. Nîmes, pareil, qui a géré son intersaison d'une façon catastrophique et qui le paye en pensant, en se disant ça y est, on est en Ligue 1, on a fait une bonne année Ligue 1, on va pouvoir vendre quelques joueurs et se faire un peu de fric et essayer de recruter des autres joueurs pour lancer un petit peu la machine. Et malheureusement, c'est le truc à pas faire. Et les problèmes en interne, ça a déjà été une chose. Puis là, sur le terrain, c'est le néant. C'est clairement le néant. Pour avoir vu un ou deux matchs de Nîmes, c'est vraiment catastrophique. Il n'y a pas de niveau de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Tu comprends pas bien la volonté des joueurs. Et les joueurs sont abattus. Et justement, joueurs abattus, on va parler de Toulouse. Toulouse, c'est 9 défaites d'affilée. Le record est à 12. Le record est à 12. Il date de 1900... des années 1930, je crois, par le cercle parisien, qui avait fait 12 défaites d'affilée. Est-ce que
Toulouse y arrivera, je ne sais pas, mais 12 points, tout comme Nîmes, et c'est catastrophique. Alors, je pense que pour eux, c'est plus un état d'esprit. Mais voilà, sur le dernier match, on a entendu des choses fortes avec, voilà, on mérite pas d'être des Toulousains, voilà, on est clairement des PUTE. Vraiment, les joueurs sont dans l'abattement. Je pense que la trêve peut leur faire du bien parce qu'ils ont un effectif qui est plus qualitatif que Nîmes, par exemple, je le pense, hein, sincèrement, ou qu'Amiens. Après, la blessure de Gradel, ça peut vraiment leur faire beaucoup de mal parce que c'était un joueur qui l'a rapporté énormément. Mais bon, Toulouse et Camboiré. Camboiré, encore les belles histoires des bons entraîneurs, les entraîneurs que tu vois toujours graviter autour de certains clubs, j'en ai déjà parlé, mais c'est catastrophique. Camboiré qui arrive et qui dit ouais, moi je regardais plus la Ligue 1, je regardais plus le foot. Et tu prends ce gars-là parce que voilà, c'est Camboiré, parce qu'il a déjà fait des trucs en Ligue 1, parce que c'est un nom, parce que. Alors que derrière, je suis sûr que tu as des bons entraîneurs dans peut-être des plus basses divisions qui pourraient t'apporter plus, ou des. Je sais pas, du coach étranger, je sais pas, tu tentes quelque chose, mais tu tentes pas Camboiré, s'il te plaît, quoi. Et là, Camboiré qui arrive, et au final, il y a rien. Il y a rien. Camboiré, c'est du réchauffé, c'est du revu, ça ne marche plus. C'est des choses qui ne marchent plus aujourd'hui. Et il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui font ça, et on va commencer par parler d'une bonne chose quand même. J'ai pas envie de directement tacler dans le négatif. On va parler d'une révélation d'un joueur qui pour moi est la révélation de cette Ligue 1. C'est Camavinga. Camavinga, milieu rennais. 16 ans, qui a eu la nationalité française il y a peu, qui attire déjà tous les grands clubs d'Europe qui le voient comme un très bon et un futur très grand joueur. Bon, il faudra bien sûr confirmer, on en a vu des futurs Zidane, dédicace à Marvin Martin, mais ce gars-là a quelque chose un petit peu... je vais pas dire à la Mbappé parce que c'est deux postes complètement différents, mais c'est un petit peu le même style, tu vois. C'est ce style un petit peu de facilité. T'as l'impression que tout ce qu'ils font c'est simple. Tu te dis en même temps, ouais, pourquoi les autres joueurs font pas ça? Ça paraît simple. Puis il a des qualités déjà athlétiques très très intéressantes, une vision du jeu, une certaine sérénité. Ouais, ça me fait penser un petit peu le Mbappé du milieu de terrain. En tout cas, la France a de très belles années encore devant elle avec des talents comme ça, vraiment une bonne révélation. Il joue quasiment tous les matchs, il a pu s'aguerrir un petit peu en Europa League même si le parcours de Rennes n'a pas été fou, mais voilà, il prend de l'expérience, c'est sa première saison et je pense déjà que c'est un très très grand pour la suite. Ça a été vraiment agréable de le voir jouer, je l'ai vu pas beaucoup, mais à chaque fois je l'ai vu jouer comme je vous le dis, ça a été simple, j'ai vu un gars disponible qui prenait ses responsabilités, qui parlait directement à ses coéquipiers, c'était pas dans son petit coin en se disant bon j'ai 16 ans je la ferme et je fais mon petit trou, non, il s'impose vraiment, il me fait penser un petit peu voilà même complètement à Kylian en attaque. J'espère qu'il aura un palier et qu'il pourra peut-être aller pourquoi pas au Paris Saint-Germain, tu vois, c'est des gars que tu dois peut-être prendre au Paris Saint-Germain, des Camavinga. Après c'est très cher maintenant, tu peux plus te permettre de lâcher des petits billets. Maintenant il faut payer la grosse sortir le gros chéquier, la grosse mallette, mais pourquoi pas avoir un Camavinga au PSG, ça serait assez intéressant pour être dans un registre un petit peu. Il peut jouer milieu défensif, donc pourquoi pas la Verratti. Je pense que ça peut être des values qui peuvent être assez intéressantes. En tout cas, c'est mon coup de cœur. Je sais pas quel est le vôtre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais pour moi, voilà, c'était vraiment Camavinga la révélation de l'année, en tout cas pour cette première partie de tableau. On va parler ensuite d'un joueur qui symbolise un petit peu. Je voulais parler du Paris Saint-Germain et de Cavani parce que. Le Paris Saint-Germain est quand même un club très très important en France, forcément le club qui gagne tout en ce moment, qui nous représente aussi en Europe, en Ligue des Champions. Mais Cavani, ça a été très peu de matchs, hein, très très peu de matchs cette saison, 4 matchs en Ligue 1 titulaires. Non, 4 matchs en tout, je crois. Hein. 4 matchs en tout, 4 matchs titulaires. 4 matchs, ouais, peut-être 4 matchs en tout. Hein. Énormément de blessures, encore blessé, soutenu par un COP, mais il représentait un petit peu l'anti-Neymar. Ça a été vraiment ce joueur qui, voilà, Neymar voulait partir, lui Cavani c'est l'amoureux du club, le recordman de buts, celui qui est soutenu par tout le COP, celui qui aujourd'hui est lâché par tous ses coéquipiers parce que justement ça dérange un petit peu que ce joueur soit le chouchou du parc, qu'il ne joue pas et quand il joue pas il est sur le banc, il y a des chants pour lui, quand il rentre c'est lui qui vole la vedette et pour des joueurs comme Neymar, comme Mbappé c'est difficile pour eux. Il est admis en tout cas que dans le vestiaire on se fout un peu de sa gueule et des chants des supporters voilà, et qu'on fredonne un petit peu
Edinson Cavani, enfin sa chanson exactement, quand il n'est pas là pour le chambrer un petit peu, parce que voilà, on jalouse un petit peu l'aura du joueur qui vraiment ravit les ultras avec son esprit guerrier, voilà, sa force de rien lâcher. On le dit cramé, on le dit déjà signé à l'Atlético. Est-ce qu'il partira cet hiver, est-ce qu'il partira en fin d'année? C'est un petit peu un Giroud, tu vois, c'est un petit peu le Giroud, le Giroud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'il a plus de temps de jeu. La Copa c'est en 2020, donc là cet été, et il va falloir qu'il joue. Donc pour moi, ça va être le Giroud, c'est leur Giroud, c'est le Gigi de l'Uruguay. Et pour moi, il va clairement partir, au mercato d'hiver. On va lui donner la facilité et il va falloir qu'il trouve du temps de jeu. Si c'est Atlético Madrid, j'espère pour lui. Et le sélectionneur de toute façon a parlé, il fallait qu'il ait du temps de jeu et il n'en aura pas au Paris Saint-Germain. Je pense que l'avenir est à Mauro Icardi qui est plus jeune et qui fait le taf aussi, qui fait le taf, il faut le dire. J'étais sceptique aussi, mais c'est stats pas pour lui et il a été très très bon. Donc Edinson Cavani, grand monsieur, aimé par les ultras, et ça fait plaisir de l'avoir vu en Ligue 1 parce que il est un petit peu dans l'histoire de ces attaquants un petit peu chouchoutés par le parc, comme l'avait été Paoletta à l'époque, ou d'autres. Je ne citerai pas de nom. Bon, on pourrait dire Yuboya était aussi à l'époque un petit peu le chouchou, malgré sa nullité, mais était déjà plus fort à l'époque que les autres qui étaient très nuls. Alors, on va passer plutôt à un flop maintenant. Pour moi, c'est the big flop de la Ligue 1. J'avais énormément confiance en Ola, c'est-à-dire que je m'étais dit, oui, tu deviens vieux, Jean-Michel. Et tu vas passer la main, c'est une bonne chose. Juninho Silvinho, moi je voyais ça d'un œil un petit peu cool. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, ça a de la gueule, on prend des risques. Et puis est venu quelques mauvais résultats et Olas directement est revenu genre en mode boum. Et c'est dommage que ce projet soit tombé à l'eau. Parce que je pense que s'il y avait eu les résultats, on aurait donné beaucoup plus de temps à Juninho et Silvinho et ça aurait pu prendre une tournure totalement différente pour l'Olympique Lyonnais. Et écoutez, on est rentré dans une spirale pour eux, un petit peu comme Marseille l'année dernière, c'est-à-dire une spirale où tu n'arrives à que dalle. C'est-à-dire tout ce que tu fais malgré les stats, parce que pour moi qui aime bien les stats, il y a des stats assez sympas et au niveau par exemple des tirs cadrés et tirs par match, ils sont deuxième, le Paris Saint-Germain. Niveau défensif aussi, ils sont très bons, mais ils se retrouvent largués au championnat. Tu te retrouves avec donc un Juninho que tu ne vois plus aujourd'hui. C'est Olas qui est clairement redevenu, qui est revenu là en premier, qui est revenu au premier plan. Tu vois un Garcia qui est arrivé. J'ai envie de dire, je pense que même lui, il croyait pas trop. Tu vois, il s'est dit, ouais, écoute, je vais à l'entretien, on verra bien. Je pense qu'Olas l'a choisi parce qu'il sait qu'il peut, que Garcia allait accepter toutes ses conditions et que il n'a pas pris Laurent Blanc pour le coup, qui lui voulait venir avec son staff et vraiment du coup Olas aurait été sur la touche. Et ça c'est quelque chose qui lui plaisait pas outre mesure vu ce qui s'était passé avec Juninho Silvinho. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça moi un petit peu dommage ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé voir Laurent Blanc justement à l'OL, voir vraiment un manager général dans ce club qui a tout pour, puisque il a construit quand même un empire. Ils ont aujourd'hui leur stade, ils sont cotés en bourse. Donc j'aurais bien aimé voir un gros team manager là-dedans, un peu à l'anglaise. Ça aurait été assez sympa. C'est dommage que ça se soit pas fait. Là, Garcia du coup, qui arrive maintenant, au final, on néglige, je pense, un peu l'aura des entraîneurs et un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux. Les joueurs sont vachement connectés, etc. Et je pense que le fait qu'il soit arrivé dans cet état d'esprit-là, en fait, il a convaincu personne à l'OL. Et je pense qu'il n'a pas le vestiaire avec lui. Alors si, il a Memphis Depay qu'il a réussi à retourner avec lui parce que voilà, il a donné toutes les responsabilités et que Depay attendait un petit peu ça. Mais maintenant que Depay et Reina Adélaïde sont blessés, ça va être vraiment très 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 difficile pour Lyon. Il va falloir faire un mercato. On parle de Thomas Lemar, on parle de Giroud, on te parle de joueurs comme ça. Tu te dis non. L'OL, si vous voulez un joueur recruté en attaque, recrutez Jonas Wind. Jonas Wind, notez-moi ce nom et vous me le recrutez. Vous me remercierez plus tard, c'est gratuit. Les infos sont gratuites. Jonas Wind, c'est le prochain Haaland. Il faut le recruter, c'est maintenant. Après, il vaudra 60 millions, 80 millions. Tu te l'achèteras, tu le trouveras en Angleterre. Il manquera ses 15 buts par saison. Tu le prends, Jean-Jean, et tu le mets en attaque et il va te faire le taf. T'arrêtes aussi Moussa Dembélé, là putain tu m'as montré d'autres choses aussi. Franchement il y a les joueurs de l'OL, ils doivent se bouger un petit peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de taulier, Ndombélé vendu pour au final chauffer un banc.
Je comprends pas trop. À l'époque, Jean-Mimi, tu gardais quand même tous tes joueurs. Tu vendais pas tout à volo. T'avais dit que dans le nouveau stade, il y aurait les joueurs, qu'il y aurait tout. Et ben t'as menti à tes supporters. Aujourd'hui, ça va être très dur pour eux cette saison. Ça va être, je pense, le chemin de croix jusqu'au bout de la saison. Faudrait qu'ils chopent quand même une coupe européenne. J'espère pour eux. Hein. Ça ferait très mal que Lyon soit pas européen. Mais après, on va voir ce que ça donnera. Et enfin, je termine donc par cet homme. Cet homme qui est un peu, pour tous les amoureux d'FM, notre gourou. Puisque Villas-Boas a commencé sa vie de footballeur, puisqu'il n'a pas joué au foot, sur Football Manager. Lui qui a à l'époque rencontré le coach de Porto et qui a dit sur FM, il faudrait que tu recrutes lui, il faudrait que tu joues comme ça, lui il est plus fort, lui truc. Le coach était là en mode qu'est-ce que tu me racontes, petit con, voilà. Et au final, il a fait son bonhomme de chemin, lui qui joue à FM, qui ne fait pas du foot sa vie, qui passe rarement de plus de 2 ans dans les clubs, qui a entraîné Chelsea, qui a entraîné Porto et qui est pour moi un très très bon entraîneur. Il y a un grand meneur de troupe. Il n'a pas confiance en lui, c'est peut-être son seul défaut, mais heureusement il a Carvalho avec lui qui doit faire un gros travail de l'ombre aussi parce que c'est des bosseurs les deux. Et je pense que tactiquement, il a prouvé que voilà, en France, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de le dire. Les coachs français comme Camboire et tout, c'est du niveau 4ème division européen. C'est-à-dire que c'est nul à chier. Tu mets aujourd'hui un Villas-Boas à Toulouse, il va pas te faire une foudre de guerre, mais tactiquement, il va te proposer des choses. Il va te faire dans la confiance aux joueurs. Il va apporter quelque chose, etc. Aujourd'hui, tu vois Bielsa aussi, on l'a vu. Tac, il utilise FM pour présenter des trucs. Je m'évade. Mais c'est vrai que Bielsa a fait ça. Il a clairement mis des journalistes chez lui dans une salle et leur a dit regardez, et genre c'était FM, il dit voilà ma tactique, il bougeait un petit peu, etc. Il essayait de montrer. Non mais Villas-Boas c'est quelqu'un de très tacticien, très intelligent, avec un QI foot très élevé. Et j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait à l'OM. Pour le coup, je me suis trompé sur l'OM. Je sous-estimais un petit peu l'aura que pouvait avoir Villas-Boas. Après avoir en seconde partie de saison, parce que l'OM, voilà, c'est pas non plus le foudre de guerre. Ils ont l'avantage de jouer qu'un match par semaine, mais c'est pas non plus le foudre de guerre qui va rouler sur tous les matchs. Donc un petit grain de sable peut dérégler la machine, 1 ou 2 blessures. Attention, un Benedetto un petit peu moins en vue. J'attends de voir. Est-ce qu'il y aura des départs au mercato Apparemment, maintenant on parlait de départ, que tous les joueurs n'étaient pas, que personne n'était intransférable à l'OM. J'espère que Villas-Boas va pas se retrouver avec encore moins de recrues, moins de joueurs et moins de qualité. Mais pourquoi pas après essayer de choper 1 ou 2 prêts pour Marseille, essayer de choper un petit coup, je sais pas, à faire avec des clubs anglais, des joueurs qui jouent un petit peu moins, pour apporter un petit peu de profondeur et se préserver de. Mais en tout cas. Pour moi, ils vont terminer certainement dans le top 3, top 4. Attention quand même au retour de Monaco. Attention à Rennes aussi qui va être clairement en outsider. Pour moi, il y a quand même des clubs qui vont vraiment se battre. Marseille, Rennes, Lille. Je pense à Monaco. Je pense à Lyon qui peut revenir. Bordeaux, c'est un peu plus catastrophique quand même. Mais il y avait du jeu un petit peu qui faisait plaisir sur les derniers matchs. Mais c'est pas fou non plus. Mais Bordeaux, c'est les joueurs un peu qui manquent malgré tout. Mais sinon, ouais, je pense. J'ai pas parlé de Nantes, mais pour moi, Nantes, c'est le petit club qui va vagabonder. Je les vois pas terminer dans le top 5, mais pourquoi pas après un vol. Mais ça va être très intéressant de suivre cette chasse sur la 2e place et la 3e place, qui va être très intéressante. Lyon, quand même, a 7 points de retard aujourd'hui sur. Même, non, 7 points. Je suis. Attends, mais non, ils ont pas 12 points de retard. Le championnat n'est pas à jour. On ne me dit pas qu'ils ont 12 points de retard sur Marseille. Ça serait catastrophique. Ils n'ont pas 12 points de retard. S'ils ont autant de points de retard que ça sur Marseille, ça serait compliqué. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, 12 points. Putain, je pensais pas que l'écart était si gros. Ouais, il faudrait viser une 5e ou une 4e place pour Lyon. C'est remontable. Tu peux. Cette 5e place, elle est atteignable. Cette 4e place, c'est jouable. Après, voilà, Marseille quand même est assez parti devant. Voilà, c'était mon premier avis, en tout cas sur cette partie de championnat. Je vous donnerai après un petit peu, j'en ferai une autre, je pense, sur la Ligue des Champions. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais pas en tout cas quels sont vos flops et vos tops. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le dire. C'était sympa un petit peu de parler avec vous de football. J'espère que ça vous plaît. C'est des avis encore personnels. Je sais, j'attaque des clubs gratuitement. Voilà, j'ai même pas parlé de Metz, mais Metz, voilà.
ça va peut-être se maintenir. Ça va peut-être jouer un barrage, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas parlé de Metz, de Dijon, ces clubs-là pour l'instant qui sont un peu en dessous. Dijon, Metz, Amiens, Nîmes, Toulouse, ça va être du bas. Voilà, après à partir de Saint-Etienne, je pense que c'est un niveau au-dessus. Jusqu'à la deuxième place, tout le monde peut se glisser, même si pour moi il y a des favoris quand même pour les 4-5 premières places. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien, c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous dis donc à ce soir 18h pour du FM, ciao ciao et bonne soirée à tous les adjoints.